All right, welcome everyone to the podcast La Chaise Bleue. I think we'll do that differently right now, even if we are in Toronto at the Artec show in Durham. I have Denis with me. Denis speaking French, so I'll do an exception. Je vais le faire en français. Ça va être mon premier de la journée. C'est un plaisir. Enchanté, Monsieur Denis. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Merci de m'accueillir. Excellent. Ben, ça me fait énormément plaisir. Première question que j'aurais pour vous, ça serait de savoir peut-être qui vous êtes, quelle est votre entreprise, quelle est la mission de cette entreprise-là? OK. Alors, Denis Godreau, je demeure à Montréal. OK. Et puis, je lead Intel Canada. OK. Intel, comme tout le monde connaît, c'est la compagnie qui fabrique des microprocesseurs. Absolument. Fait que c'est tout à fait approprié ici au Artec Show. Là. Exact. On veut les rapporter, la fabrication des semi-conducteurs. Là. Exact. Puis Intel Canada est une organisation avec un peu plus de 1000 employés de Vancouver à Halifax, qui va avoir principalement deux motions, on va dire, qu'on a au Canada. Une motion qui est la partie vente et marketing, où on va travailler avec des clients pour les aider dans leur transformation digitale, que ce soit des gouvernements, toutes les grandes organisations au Canada. Absolument. Les telcos, les banques, et également tout l'écosystème, donc les différents manufacturiers, les compagnies de logiciels et tout ce qui est le réseau de l'écosystème de partenaires, donc les intégrateurs informatiques, ces choses-là, et puis toute la business pour les consommateurs, le retail, si on veut, là, qui vont être des clients importants pour nous. Donc ça, c'est la partie commerciale. Parfait. Ensuite de ça, la grande majorité de mon équipe, ça va être l'équipe d'ingénierie, si on veut, qui vont faire de la recherche et développement, du design. Oui. Régler les problèmes d'aujourd'hui pour que ça soit les opportunités de demain. Là. Exact. Si on veut, qui vont travailler sur nos prochaines générations de produits, de technologies que tout le monde va utiliser dans leur laptop, dans les infrastructures réseau. C'est partout, là. C'est écrit Intel ici, exact, justement. Là. Exact, c'est ça. Fait que là, c'est ça. C'est une force de travail très spécialisée. Qui contribue de façon importante, si on veut, aux propriétés intellectuelles d'Intel et vers où on se dirige là, avec le AI. Absolument. Les domaines là, qu'on entend parler un peu partout. Donc, mon rôle, c'est l'idée cette équipe-là et de s'assurer qu'on augmente notre relevance à l'intérieur d'Intel comme identité canadienne, puis également d'augmenter notre relevance, notre rôle à l'intérieur du Canada. Ce que j'ai fait aujourd'hui un peu avec le keynote, là, si on veut, de porter la voix de l'industrie du semi-conducteur au travers des différentes parties prenantes, les gouvernements. Elle est critique, cette voix-là, puis merci de la porter, puis critique à un point. Tantôt, j'ai entendu une belle statistique, c'est un chic type qui me disait que aujourd'hui, puis demain encore plus, pour chaque ingénieur ou chaque personne qui travaille dans le monde du semi-conducteur, là, ça va faire en sorte qu'il va y avoir 6 autres emplois de générer dans notre économie au Canada. Fait que vous êtes dans un domaine de haute voltige, si je peux me permettre comme ça, qui va apporter une richesse, mais ça peut presque devenir exponentiel après. Fait qu'on a absolument besoin de ces propriétés intellectuelles-là, puis que le Canada embrasse l'idée d'aller beaucoup plus loin dans ce sens-là. Fait que merci d'y participer comme leader de l'industrie. Je suis vraiment content de vous avoir aujourd'hui. Petite question simple pour commencer. Je commence ça en crescendo un peu. Qu'est-ce que vous venez chercher aujourd'hui au Artec? Quelle est la raison pour laquelle vous m'avez dit un petit peu porter la voix? Ça, oui, mais... C'est ça. Ça, c'était le message, si on veut, ultimement, lorsque les gens de Venture Lab nous ont approchés pour le keynote, là, de dire, bon, porter ce message-là. Puis c'est un message qu'on porte un peu à travers, comme je disais, toutes les parties prenantes. Mais nous, ce qu'on vient chercher, si on veut, c'est l'esprit des startups puis de la communauté. Okay. C'est clair que pour les gens, Intel, c'est une grande entreprise. Plus de 130 000 employés, leader dans l'industrie. Puis souvent, c'est difficile pour les gens qui vont avoir un produit, une technologie, une propriété intellectuelle, d'interagir avec nous. Parce que c'est impossible pour Intel de parler à tout le monde qui dit hey, « j'ai une nouvelle technologie pour faire du 3D stacking, j'ai une nouvelle façon de... » C'est impossible. Fait que pour nous, le véhicule, c'est vraiment des événements comme on a aujourd'hui. C'est de créer cette proximité-là avec le monde bouillant des startups. Exact. Puis d'avoir les gens qui viennent me parler, qui me disent hey, « j'ai telle chose, OK. » Puis nous, de faire les contacts.
Puis par la suite, d'avoir nos gens de Intel Capital, de notre fonds de VC, si on veut, ou nos gens de développement, de R&D, d'être en mesure d'interagir. Exact, avec d'autres. Absolument. De voir comment on peut s'intégrer, puis aussi tout ce qui est le côté académique, parce qu'on va faire beaucoup de recherches en collaboration. Au Canada, on en fait au travers de toutes les universités pratiquement au Canada. Okay. Cette collaboration-là, dans le fond, parce que un microprocesseur, c'est la chose la plus complexe qui a été développée par l'être humain. Aucun doute là-dessus. Donc, ça prend le talent qui vient de partout. Et puis, il ne faut pas négliger personne parce que c'est pas parce que quelqu'un est chez lui puis qui est en train de développer quelque chose que c'est pas the next big thing. Ça peut être un passionné absolu. Le talent, la passion, c'est des éléments hyper importants, c'est certain. Autre question pour vous, peut-être soit à l'intérieur de Intel ou peut-être chez les clients que vous servez. Je vous laisse choisir lequel des deux. Je vais vous mettre dans une belle position, c'est certain. Quel est le plus grand paradigme qui existe encore à l'interne? Tu sais, on parle d'innovation, de transformation, de changement vers la culture numérique, la collaboration. Est-ce qu'il y a encore des bloquants qui existent, qui est un non-sens ou des paradigmes? Puis je vous laisse le choix soit à l'intérieur Intel ou quand vous apportez une nouvelle tech chez un client. OK. Je vais partager le point de vue des clients. Okay. Étant donné que je travaille beaucoup avec les clients, puis ça fait plus de 30 ans que je suis dans l'industrie, là, on pense toujours que ce que je vais dévoiler, que ça a amélioré, mais c'est encore difficile. C'est les dirigeants d'entreprises, petites ou grandes, étrangement, malgré le COVID, on va dire, la difficulté d'intégrer ou de réaliser l'importance stratégique des technologies de l'information à l'intérieur de l'organisation. Souvent, c'est encore un afterthought, oui. Quelque chose que, OK, on a un nouveau projet d'ERP, on va le faire. Ils font pas partie, ils ne sont pas à la table des dirigeants stratégiques, des CXO, si on veut, ou des dirigeants dire, OK, c'est un père, souvent, on va d'une PME, ça va être le comptable, le jeune de finance va s'occuper de l'informatique, parle à lui, là, puis dans une grande entreprise, va reporter aussi au CFO, ne sera pas partie Donc, c'est surprenant encore de rencontrer des organisations qui n'ont pas réalisé que les gens des technologies doivent faire partie de la discussion stratégique de l'entreprise à partir du jour zéro, lorsqu'il y a un projet, de toutes les discussions et non pas quelque chose, on va aller voir les gens de technologie, d'informatique, ça nous prendrait telle chose. Non. On le voit un peu plus avec l'avènement des AI, que les gens le réalisent. Absolument. Tout le monde se dit, comment je vais utiliser AI? J'ai besoin d'utiliser AI parce que ça va devenir un élément hyper compétitif et si je ne le fais pas, mon compétiteur le fait, je vais être dans le trouble. Mais c'est surprenant comment les gens ne réalisent pas encore ou établissent pas ça. Ce lien-là, puis ça résonne énormément en moi, ce que vous venez de dire, Denis, parce que je crois foncièrement que le numérique, la valorisation des données doit être alignée pour faciliter l'atteinte des orientations stratégiques. C'est pas un département de geek dans un coin qui est comme un magasinier qu'on va voir quand on a besoin. Absolument pas. C'est comment est-ce qu'on peut faire les choses autrement aujourd'hui pour créer plus de valeur pour nos clients avec les nouveaux outils disponibles. Puis un des parallèles que j'ai fait en philosophant avec des amis dans le domaine de la transformation numérique, puis on travaille beaucoup aussi au niveau du lean manufacturing, les PVA en entreprise, les productions de valeur ajoutée qui se font depuis 20-30 ans. Tu sais, les premières Toyota Way et autres. J'ai l'impression un peu que la transformation numérique, c'est la poursuite des PVA en entreprise. C'est comme si ça devrait être un petit peu les mêmes façons de faire, les mêmes rituels qu'on se donne, les mêmes groupes, puis il faudrait qu'il y ait un VP qualité. C'est ça, des VP qualité, ça a été nommé, mais il n'y a pas de VP en entreprise, transformation numérique. Ça, c'est un point, puis j'entendais beaucoup dans les emplois que j'ai eus auparavant, puis je le véhicule encore, puis j'y crois, puis les gens disaient, tu sais, la qualité, c'est pas la job du département de qualité, c'est la job de tout le monde de faire une belle job. Puis d'être soucieux de la qualité, c'est tout le monde en équipe ensemble. Puis je crois foncièrement que la transformation numérique, la création de valeur avec les outils numériques, avec la culture du numérique, c'est la job de tout le monde. Ah, je suis 100% d'accord. L'analogie avec le monde manufacturier, les qualités,
Spot on. Tout est exactement. C'est absolument. Parce que... Mais peut-être qu'avec... C'est ce qu'on voit avec les milléniaux, les Gen Z, la nouvelle génération qui est née avec l'Internet. Je crois qu'eux, lorsque eux vont commencer à devenir des dirigeants, puis avoir un rôle plus important au sein des organisations, peut-être qu'on va avoir une plus grande intégration par rapport à ça, puis que ça devient le rôle de tout le monde d'intégrer, comme la qualité, la partie digitale au sein de l'organisation et non pas le fameux département qui est dans le sous-sol, on va aller voir les geeks, puis aidez-moi, là, j'ai un problème. Là. Non, il est trop tard, là, je veux dire. Des fois, il y a encore des dirigeants d'entreprise qui se sentent peut-être imposteurs face à ça, ou qui ont cette peur-là, puis à force de vouloir l'éviter ou nier que ça existe, mais plus ils attendent, plus ils se mettent à nager contre le courant, puis plus ça va coûter cher si on le fait pas aujourd'hui, se mettre à jour, changer la culture d'entreprise, de mettre notre modèle d'affaires puis notre création de valeur client à jour à l'ère du numérique. Si on le commence pas, on le fait pas dès aujourd'hui, si c'est pas déjà commencé, ça va coûter encore beaucoup plus cher sur le cash flow dans les prochaines années. Peut-être qu'il va être trop tard parce que c'est possible que la compétition va avoir plus une avance qui va être difficile à surmonter. Absolument. À petit feu, malgré les investissements puis le change management, d'essayer de changer la culture, c'est juste là, il va être trop tard. Oui. Puis à l'ère du numérique, là, je divague un peu, mais j'ai adoré le propos, mais tu sais, il y a des concepts de base comme la dématérialisation. Maintenant, là, c'est possible de faire des choses extraordinaires sans avoir des budgets astronomiques. Absolument. Fait que la compétition peut venir de plusieurs endroits qui sont pas soupçonnés de l'être. Absolument. Tu sais, des plus vieilles industries comme le taxi, c'est un classique, on l'a vu, mais Uber qui est arrivé avec un modèle d'affaires puis qui démolit. C'est un modèle dématérialisé. Ils n'ont pas de taxi, mais c'est la plus grosse compagnie de taxi au monde. Oui, absolument. Fait que ça, c'est ça un changement de culture, mais ça se doit, comme vous l'avez dit au début, de faire partie intégrante d'une planification stratégique. Ça, c'est la clé. Puis honnêtement, les gens qui n'ont pas un minimum de planification stratégique que je peux m'approprier, on ne peut pas faire un plan de transformation numérique. C'est la première fondation. On se doit de servir la vision de l'entreprise. Ça, c'est clair. Roadblock, on a parlé, un paradigme qui n'a pas encore changé. Je prends la même question, mais à l'inverse cette fois-là, Denis. Qu'est-ce qui, chez vos clients, ou encore une fois peut-être à l'interne aussi chez Intel, qu'est-ce qui, dans la dernière année, a changé? Qu'est-ce qui était peut-être un bloquant ou quelque chose, puis que maintenant, vous sentez que ça a évolué ou ça a changé comme façon de faire? Peut-être pour parler à la dématérialisation que tu mentionnais il y a quelques minutes. Les gens étaient, je dirais, avant la pandémie, il y avait encore beaucoup de réticence, particulièrement au Canada, par rapport au cloud computing. Oh, énormément. Nuagique. Non, pas question que je mette mes choses dans le nuage, j'aurais pas de contrôle. Et puis, avec la pandémie, les choses sont déroulées tellement vite. Encore une fois, les gens pas capables, d'avoir l'infrastructure pour la mettre en place, pas le talent ou les ressources pour la mettre en place, pas les budgets pour la mettre en place. Donc, finalement, j'ai pas le choix, je me tourne vers un fournisseur infonuagique, puis il faut que je déploie mon infrastructure de façon, j'ai besoin de plus de capacité, je dois le faire. Donc, la barrière qu'on voyait au Canada, parce qu'on est toujours un peu derrière les États-Unis, ça s'est amélioré, mais toujours, il y a eu une grosse accélération par rapport à ça qu'on a vu à l'intérieur des clients. Autant... C'est sûr que moi, nous, chez Intel, on travaille moins avec des petites entreprises, mais on l'a vu via nos partenaires avec eux qui travaillent avec des PME, ça a tombé assez rapidement. OK. Mais surtout dans la grande entreprise, ça a tombé rapidement, puis au point de vue gouvernemental également. Absolument. Fait que la démocratisation du cloud et ses différents avantages, puis les gens, c'est plus nécessairement une nouveauté qui fait peur, mais plus rendu, pas nécessairement une commodité, mais plus démocratisé, accessible, puis souvent, il y a plein d'entreprises que j'ai... Allez-y. Moi, il y avait toujours une vieille garde qui essayait de maintenir le fort. C'est de eux que je voulais parler. Puis cette vieille garde-là, elle croyait sans aucun fait technique que c'était plus sécuritaire dans le bon vieux serveur qui maintenait un Windows 7 dessus avec des vieux logiciels, mettons, que c'était plus safe là parce qu'il y avait une voûte pour les pirates, pour la cybersécurité et autres, versus dans un cloud, non, je n'aimerais pas de nom, mais c'était une belle aberration. Fait que oui, une belle accélération, très, très bon point. Denis, on parle un peu de vos clients, de leur contexte. On a un peu un plan machiavélique, puis
je veux qu'on ait l'opportunité de rencontrer le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Fitzgibbon, éventuellement dans notre podcast, dans l'intérêt de faciliter la vie de vos clients dans l'adoption des technologies pour créer la valeur qui se doit d'être là. Quelles questions aimeriez-vous lui poser? À M. Fitzgibbon? Oui. Il y a deux angles là, que j'aimerais les questions leur poser à M. Fitzgibbon. Il y aurait la partie client, mais il y aurait la partie par rapport à l'industrie des semi-conducteurs. Absolument. Bien, je peux vous laisser choisir. Disons qu'on va y aller avec la partie client. Oui. C'est clair que le gouvernement doit s'assurer de mettre en place... Il y a déjà des programmes, là, mais des programmes beaucoup plus agressifs en termes d'aider les organisations à se transformer plus rapidement et de réaliser l'importance de se transformer. Parce que le monde est en train de changer extrêmement rapidement. On le voit avec l'intelligence artificielle. Là. Auparavant, lorsqu'on parlait d'intelligence artificielle, les gens pensaient recherche fondamentale, c'est très académique, c'est complexe. C'est des docteurs universités. C'est les grosses compagnies qui sont en train de faire ça. Ça ne s'adresse pas à moi. Là, on voit avec les produits qui apparaissent sur le marché, que ce soit, sans nommer de nom, mais avec les suites de logiciels Office qui s'en viennent, ces choses-là. Pilot dans Microsoft, par exemple, qui est... Puis à peu près tous les logiciels commerciaux vont avoir, si on veut, intégrer le AI. Là. Donc, ça devient non seulement la panachée des grandes entreprises, mais ça va être pour tout le monde. Puis les organisations qui ne vont pas utiliser ça vont devenir désavantagées par rapport à leurs compétiteurs. Et nous, en tant que nation, pays, Canada, Québec, on doit s'assurer que nos organisations, comprennent bien la situation, puis qu'il y a des programmes en place pour aider cette transformation-là, parce qu'on est un pays de PME. C'est 80%, je pense. Exact. Aux États-Unis, c'est un pays de grande entreprise. C'est eux qui drivent la transformation. Donc, on doit suivre la parade. Donc, on doit s'assurer que nos PME se transforment s'ils veulent être capables de faire face à ce qui les attend et être compétitifs. Ce serait cette partie-là qui devrait adresser là, assez rapidement. J'adore ce que j'entends, puis il y a deux mots que je retiens. Un, faire réaliser aux gens, ceux qui sont encore dans le déni, il faut favoriser avec programme, peu importe les moyens, mais aider à le réaliser, puis l'effectuer. Tu as beau faire un plan, mais la création de valeur se fait quand tu exécutes ce plan. Exact. Quand tu es faire un plan, tu ne crées pas de valeur dans le business. Tu as rien que fait un plan, puis s'il prend poussière, on a perdu du temps, tout le monde. Mais dans l'exécution du plan, ça, il faudrait que ça soit peut-être plus agressif, j'ai entendu comme mot, comme incitatif, comme programme pour aller de l'avant. J'adore ça. Puis par rapport aux semi-conducteurs, est-ce qu'il y avait une question aussi pour ça? Semi-conducteurs, je reviens un peu au keynote que j'ai donné aujourd'hui. Okay. Si on regarde l'importance des semi-conducteurs au cours des prochaines années. Les gens l'ont réalisé encore une fois avec la fameuse pandémie, parce qu'il y a eu un manquement de semi-conducteurs partout. La vaisselle, une voiture, une machine à café. Mon père qui m'appelle, qui me dit « Ma voiture neuve, les bancs chauffants ne fonctionnent pas parce que ça a l'air qu'il manque de semi-conducteurs. Tu peux-tu faire quelque chose? » Fait que les gens ont réalisé l'importance des semi-conducteurs, puis ça va juste aller en s'accélérant lorsque toutes les industries sont en train de se transformer vers un mode software defined, donc de plus en plus de semi-conducteurs qui vont être nécessaires partout. Oui. Puis si on regarde la chaîne de valeur des semi-conducteurs, il y a des joueurs, des nations qui sont extrêmement dominants, qui ont commencé les investissements là, 50, 40 ans. C'est fou, hein? 50, 40 ans. Oui, si on regarde les États-Unis, Taïwan... J'ai 40 ans moi-même. Là. La Corée du Sud, des parties de l'Europe. Donc, le retard est très, très grand pour le Canada. Il y a des choses c'est impossible de rattraper. Mon père me disait toujours, Denis, il y a 4 types de personnes dans la vie. Il y a ceux qui chauffent le train, il y a ceux qui sont dans le train, il y a ceux qui regardent passer le train, puis il y a des gens, les quatrièmes, ils ne savent même pas qu'il y a un train qui passe. Ça c'est le pire risque dans la vie, quand tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Là, exact. Donc là, nous, au Canada, où on se situe là-dedans? Ouais. Est-ce qu'on sait qu'il y a un train qui est en train de passer par rapport aux semi-conducteurs et l'importance stratégique que ça va avoir, puis c'est quoi notre rôle en tant que nation là-dedans? Parce que tu regardes dans l'environnement, la chaîne de valeur, nulle part tu vas voir le Canada là-dedans. On est un joueur pratiquement inexistant. Sauf qu'on a des forces. Il y a des choses importantes pour nous qu'on doit faire. Fait que, ma question à M. Fitzgibbon, c'est est-ce que vous réalisez l'importance des semi-conducteurs au cours des prochaines années pour le succès d'une nation, d'un pays, et la qualité de vie qu'on doit avoir? Prospérité économique. Exact. Et 2, quel rôle qu'allez-vous faire pour permettre
d'augmenter notre participation dans cette chaîne de valeur. Notre capacité de production. Oui, il y a plusieurs pistes. Il n'y a pas seulement, si on regarde il y a la recherche et le développement. Oui. Il y a tout ce qui est matériaux, outils, le design, la fabrication, différents niveaux en termes de fabrication, le front-end, le back-end, qu'on appelle le packaging. Il y a différents éléments. Où, à quel endroit, nous, on peut participer là-dedans? Autant au point de vue académique, petites et moyennes entreprises, start-up, grandes entreprises, domestiques au Canada, entreprises canadiennes, mais aussi avec les joueurs internationaux. Puis, comme par hasard, le plus grand joueur dans le monde là-dedans, c'est les États-Unis, c'est notre voisin. On doit être beaucoup plus agressif, approcher notre voisin américain, les grandes organisations comme Intel, pour dire quels sont vos problèmes, comment je peux vous aider, moi, avec mes forces et faiblesses, Canada, ma politique d'immigration, le talent que j'ai, la qualité de vivre. Les gens adorent vivre ici. On est capable d'attirer des talents qui ne vont pas à l'ailleurs. Absolument. Donc, qu'est-ce que je fais? Quels sont mes plans stratégiques pour capitaliser là-dessus, puis être, encore une fois, beaucoup plus agressif pour attirer cette industrie-là, qui crée, tu mentionnais au départ, le multiplicateur d'emplois est fantastique. C'est une industrie qui est hyper porteur, qui est, je partais switch en anglais, hautement stratégique. On aurait pu le faire en anglais, mais j'en profite en français. Non, en plus, avec un accent du Saguenay, de Chicoutimi, il faut en profiter. C'est encore mieux, ça. J'étais d'ailleurs chez Réseau Transal avec le podcast dans la vallée de l'Aluminium il y a un mois environ. J'ai adoré ça. Autre question pour vous, Denis. On marche ensemble. On prend une petite marche dans le parc, puis de nulle part, je trouve une baguette magique. Puis je suis une bonne personne, là, puis on a un vœu à donner, puis je vous la donne. Puis avec cette baguette-là, l'émotion des gens, le temps, l'argent n'est pas un obstacle. On fait ce qu'on veut avec la baguette. Puis je vais vous laisser le choix. Vous changez quoi à l'intérieur d'Intel Canada ou vous changez quoi chez vos clients? Vous pouvez choisir un des deux. Ben, je vais changer à l'intérieur de mes clients parce que automatiquement, ça va devenir bénéfique pour Intel Canada, qui va être bénéfique pour le Canada. Parce que mon rôle, comme je disais, c'est d'augmenter notre relevance dans le pays, puis à l'intérieur de l'organisation. Puis pour ce faire, c'est de grandir l'organisation qui utilise tout le talent au Canada, puis plus de ressources. Mais vous changez quoi spécifiquement chez le client? C'est ça, exact. Ouais. Ben, ce qu'on a parlé tout à l'heure, que le client réalise la nécessité de la transformation digitale. L'importance stratégique, exact. Le lien avec. Parce que moi, ici, au Canada, Intel, je ne vends rien directement. Tout ce qu'on a parlé tout à l'heure, l'organisation complète, j'ai personne qui vend rien, parce que nous, Intel, on fabrique, puis tu vas acheter ton portable d'un manufacturier, ton intégration va être faite via un intégrateur. Donc, moi, plus les gens vont se transformer rapidement, vont devenir plus compétitifs, bien, indirectement, ça va venir bénéficier, ça va tirer vers nous. Oui. Nos clients, nos partenaires vont acheter plus de semi-conducteurs Intel, et moi, ça va driver plus de demandes sur le design, la recherche et le développement, donc ça va venir bénéfique pour nous. J'adore ça. J'adore ça. Autre question pour vous. Vous me semblez, Denis, je suis plein d'énergie à jaser avec vous. Là. Quel est, comme CEO chez Intel Canada, votre source d'inspiration, de mobilisation, d'information que vous aimez retourner voir? Est-ce que c'est un livre que vous avez lu récemment dans la dernière année, une émission de radio que vous écoutez, un film, un conférencier, peu importe, tout azimut, là, d'où provient la vibe, l'inspiration d'un gars comme vous? OK, il y a différentes choses. OK. Je vais partager mes secrets intimes. OK, c'est... Bien, on est au chalet, là, fait qu'on a le droit, là. Ben, premièrement, je dirais inspiration. Sans être une inspiration, mais une source d'information importante. Parce qu'une des choses que j'ai appris lorsque j'ai eu ce rôle-là il y a quelques années, c'est le fait d'accepter que tout ce que je vais faire ne sera jamais au niveau que j'aurais jugé acceptable auparavant. Étant donné que je suis tellement occupé, j'ai jamais le temps que j'aurais désiré ou que j'aurais eu avant pour me préparer. Que ce soit le keynote que j'ai fait aujourd'hui, j'aurais dû mettre 3 fois plus de temps normalement que ce que j'ai mis à préparer ce keynote-là, mais c'était impossible pour moi étant donné ma charge de travail. Accepter ça, là. D'accepter cette chose-là. OK. Ça c'est une découverte, mais... ça doit être dur, là. Oui, non, mais c'est de vivre avec ça, OK? Et puis l'autre, une source d'information, je veux dire, là, c'est beaucoup la revue des économistes. OK.
Étant donné que j'ai pas beaucoup de temps, je suis abonné, mais à la version audio numérique. Oui. Genre podcast. Puis que je vais écouter en me couchant le soir ou ce qui me permet d'avoir une information de tout ce qui se passe au point de vue géopolitique sur l'alentour de toute la planète, si on veut. Absolument. Non, c'est grandement international, des économistes. Là. Exact. Puis ça me permet de la façon de la consommer chaque semaine, super rapidement. Je peux choisir qu'est-ce que je veux. Donc, ça me permet d'être au courant vraiment globalement, d'avoir une bonne information. Parce que j'ai même pas le temps, si on veut, d'aller lire cette information-là. Ça me prend trop de mon temps. Ça c'est en termes, pas d'inspiration, mais d'aller chercher de l'information. L'autre, je dirais en termes d'inspiration, deux choses. Je suis quelqu'un qui va lire beaucoup de livres. Quelques livres par mois, là, en termes. OK. Mais c'est lequel, mettons, de la dernière année qu'il faut qu'on se tape, là? Des biographies, beaucoup. OK. Des biographies. Comme là, j'étais parti sur tous les joueurs de tennis là, qu'on a eu. Voir, parce que souvent, tu vois des gens qui sont partis de rien, puis qui sont devenus soit des superstars, des athlètes. Puis c'est inspirant parce que tu vois que c'est des gens comme tout le monde au début, puis qui ont réussi à atteindre. Donc, ça ouvre les opportunités. Fait que ça, en termes d'inspiration, je trouve ça très intéressant. Ça doit contribuer aux besoins de résilience aussi que vous avez de besoin. Ce que vous m'avez dit tantôt, je peux pas mettre tout le temps que j'aimerais pour préparer chacune des choses. Fait au travers des biographies, des histoires, on peut retrouver de la résilience souvent aussi. Ça donne aussi, tu sais, souvent je recommande aux gens quand je fais du coaching, les gens qui manque de confiance en soi, c'est un des éléments, si on veut, de la recette, de voir ce que les autres ont fait. Encore finalement, cette personne-là, s'il met en question toute sa vie, il était comme moi. Moi, je me mets en question, je dirais pas chaque jour, là, mais chaque semaine, je me dis, non, c'est impossible, telle affaire. Là, tout le temps, là, je veux dire, c'est normal. Là. On a tous ce discours intérieur-là exact, qu'il faut... le fameux syndrome de l'imposteur. Puis après ça, beaucoup de livres de business là, que je vais lire, là, soit, je sais pas, là, comme sur Simon Sinek ou peu importe les auteurs, là, parce qu'il y a un gros changement, si on veut, en termes de la gestion des entreprises, plus orienté vers les gens que vers le profit ou les actionnaires. Là. Absolument. Puis l'autre source d'inspiration, beaucoup pour moi, là, ça va être mon équipe. Je suis vraiment quelqu'un qui lit plus de behind, de derrière. Là. OK, je vais faire un keynote, là, mais c'est pas moi qui va être en avant avec mon équipe. Là, je suis plus... Moi, je l'ai monté ma montagne. Je fais tout pour aider les autres à monter leur montagne. J'adore ça. Puis la plus belle image de ça, c'est... j'écoutais une émission récemment, puis il parlait d'une meute de loups. Puis le chef de la meute, là, il était complètement en arrière, puis il surveillait l'arrière de tout le monde. C'était les plus forts, plus jeunes un peu en avant, femmes, enfants dans le milieu, des loups plus vieux après. Mais le leader, puis ce qu'il disait, c'est qu'il fallait s'inspirer de tout ça pour nos leaders d'aujourd'hui. Fait que j'adore ça. Écoutez, Denis, vous êtes super généreux de votre temps. Je veux pas abuser. J'aurais peut-être une dernière question pour vous, parce que j'ai l'impression que je pourrais vous garder avec moi pendant encore un bon bout de temps s'ils nous servent un café puis quelque chose à manger ici. Mais on peut se faire des toasts au chalet. Ah ben oui, c'est vrai, ouais. On est dans les Monts-Valin en ce moment, en passant. Là. On est au Valinois. Fait que je m'en permets une rapide, puis peut-être une à développement, comme vous voulez. Celle qui est plus rapide, ça serait qui aimeriez-vous entendre assis avec nous deux? Sur la chaise bleue, parce que là, vous êtes assis sur la chaise de leader de transformation des entreprises. Qui aimeriez-vous qui puisse avoir cette discussion-là avec nous, de parler de ce genre de sujet-là? Ça peut être une connaissance personnelle, ça peut être quelqu'un de la business, ça peut être quelqu'un que vous connaissez pas non plus, là, tu sais. J'aimerais beaucoup, dans l'industrie, j'aimerais beaucoup, je dirais pas notre CEO parce que j'ai la chance de pouvoir le rencontrer, discuter avec lui, puis il est quelqu'un de très inspirant, parce que t'es allé au collège, genre cégep, être technicien, puis a commencé chez Intel à 18 ans comme technicien, puis maintenant il est CEO d'Intel, là, je veux dire... C'est un cheminement incroyable. Là. Parti de la Pennsylvanie, élevé sur une ferme, c'est comme incroyable. Wow. Mais je dirais, j'aimerais beaucoup discussion avec Satya Nadella de Microsoft, parce que la transformation que Microsoft ont fait lorsque Steve Ballmer dirigeait Microsoft, les choses n'allaient pas tellement bien. Le cloud commençait, Amazon était le leader, ces choses-là. Puis, il était en péril un peu plus, j'ai l'impression. Oui, vraiment. Puis Satya a réussi à transformer l'organisation à un niveau qui est vraiment impressionnant, à faire le leader que Microsoft est aujourd'hui, puis de changer la culture, parce qu'également, comme Intel, Microsoft avait une culture très forte, et puis de pouvoir faire ça
tout en changeant en plus la mentalité à l'intérieur. Parce que c'était une boîte qui était, je veux dire, pas dire agressive, mais c'est une boîte américaine. Oui. Leader dans leur industrie. En faisant ça vraiment, en plaçant les gens au centre, puis vraiment l'élément, lorsqu'on lit des livres sur Satya Nadella, vraiment un niveau d'empathie vers les clients, les gens, d'une compréhension du marché que Microsoft n'avait pas avant, qui a fait qu'aujourd'hui, Microsoft, c'est une des entreprises avec Apple la plus grande capitalisation boursière au monde. Puis ils ont repris tout qu'un gros kick. J'aimerais beaucoup avoir une discussion avec lui. J'adore le fait, Denis, que vous êtes un homme de défi. On aurait pu parler ici du CEO de Intel, mais vous y parlez, fait que c'est à l'occasion, fait que c'est trop facile, fait qu'on vise quelqu'un d'autre. J'aime ça, un homme de défi. Puis dernière question que j'aurais pour vous, on parle beaucoup d'intelligence artificielle de ce temps-ci. Voilà une semaine, j'ai eu l'opportunité d'aller participer au forum de consultation du Comité de l'innovation du Québec sur l'intelligence artificielle et tout. Puis, ma question pour vous, ça serait de savoir, quelle est votre vision dans 5 ans? Quel est l'impact que l'intelligence artificielle devrait avoir ou va avoir d'ici 5 ans dans la vie des entreprises? OK. C'est clair que ça va devenir un outil supplémentaire dans la boîte à outils des organisations. Okay? Oui, c'est clair qu'il va y avoir certains emplois qui vont probablement disparaître dus à l'intelligence artificielle, mais somme toute, lorsqu'on regarde le total en bout de ligne, disons dans 5 ans, ça va devenir un outil qui va me permettre de faire des choses qui étaient impossibles de faire au sein de mon organisation ou d'aller chercher, d'être beaucoup plus compétitif. Donc, c'est clair que ça va devenir intégré pratiquement dans toutes les organisations parce qu'on disait tout à l'heure, au début, c'était académique. Après ça, grande entreprise. Maintenant, tout ce qui est logiciels commerciaux, tout le monde est en train de développer ou a déjà une solution AI qui va avancer encore beaucoup plus rapidement. Les modèles se raffinent. On n'a plus besoin d'avoir un data center avec 10 000 GPU pour rouler notre modèle. On le voit, là, nous, on va introduire, on appelle ça le AI PC, là, qui va avoir un NPU, un microprocesseur dédié pour rouler des workloads de AI sur la partie client. Parce que là, les modèles qu'on voit, ils roulent dans le data center, sans nommer de nom. Beaucoup de choses vont être faites dans le data center, mais dans les prochaines années, vers où ces modèles-là s'en vont, puis qui vont être optimisés au point de vue hardware dans les plateformes et software, c'est que ça va rouler sur le client, sur ton edge device, ton téléphone, ta tablette, ton PC. Donc, ça va démocratiser l'utilisation du AI beaucoup plus environnement friendly, plus... absolument, de manière plus conviviale. Exact, puis beaucoup plus amicale pour l'environnement parce que la consommation d'un portable versus 4 GPU dans un data center. C'est pas accessible au même type de personnes. C'est ça, exact. On va voir que ça va venir un peu partout, ça va se déplacer du data center vers les edge, vers les clients, ces choses-là. Puis les modèles se raffinent, s'améliorent, mais ça va devenir un outil à prendre des décisions, soit prédictives, prescriptives, qui va être très avancé. On le voit déjà, là, je dirais. N'importe qui a essayé ChatGPT, fais-moi une lettre de recommandation pour quelqu'un qui est à peu près telle chose, puis bang! Au lieu que ça te prenne 3 heures avant, en 5 minutes, tu raffines ton modèle, puis that's it. Puis après, tu repaufines au P, mais tu n'as pas de syndrome de page blanche. Ça accélère. C'est de la vélocité. Exact. Fait que ça, il faut que les gens le comprennent, mais c'est vraiment ça. Génial. Écoutez, Denis, un gros merci pour votre temps. C'était vraiment agréable. J'ai adoré ça. Très généreux de votre temps. Fait que on vous dit au prochain podcast. Merci beaucoup. Merci.